Bonjour à toutes et à tous. Vous allez écouter la deuxième partie de notre podcast réalisé à l'occasion de la Semaine du développement durable par la Fondation Raja en collaboration avec la FNAB. Nous avions à cœur de donner la parole à des agricultrices qui ont fait le choix d'un mode de production biologique. Elles partagent à notre micro leurs difficultés, leurs combats et surtout leurs victoires. Une très bonne écoute. Le milieu agricole est socialement, et ce encore aujourd'hui, porté en très grande partie par les hommes, des hommes de plus en plus vieillissants. En France, l'âge moyen avoisine les 52 ans. Et ce point est un réel enjeu pour l'ensemble de la profession. À ce jour, près de 2 tiers des exploitants de plus de 55 ans déclarent ne pas parvenir à trouver de repreneurs. Ce qui apparaît et que nous souhaitons mettre en avant ici, c'est qu'à l'inverse, les femmes, elles, sont de plus en plus nombreuses à choisir de se tourner vers l'agriculture et surtout l'agriculture biologique. Aujourd'hui, parmi les agricultrices, elles sont près de 60% à avoir choisi de s'orienter vers ce secteur sans être elles-mêmes issues d'une famille de paysans. Alors, nous pouvons l'affirmer ici. Les femmes sont des leviers essentiels pour dynamiser et redynamiser tout le secteur. Je vous invite à retrouver Cyrielle, Véronique et Charlotte que vous aviez déjà rencontrées lors de notre premier épisode. Elles nous parlent aujourd'hui de leur engagement. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est pour beaucoup une voie de reconversion, comme pour Charlotte et Cyrielle. Cyrielle, En fait, j'ai commencé à me poser des questions en 2019. Je me retrouvais plus dans mon métier. Et puis, du coup, par hasard, en fait, c'est pas parti de grand-chose. J'ai acheté un livre qui s'appelle Le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier, qui est un Québécois. Et en fait, lui, il expliquait qu'on pouvait réussir à vivre de façon décente en cultivant 1 hectare, donc vraiment sur une agriculture de petite échelle. Et donc, j'ai commencé à cogiter, j'ai décidé de faire un petit potager dans mon jardin. Et puis, en fait, j'ai adoré. Après, par contre, il fallait vérifier que ça puisse me plaire en tant que métier, parce que c'est pas la même chose de faire un potager et d'essayer d'en vivre. Et donc, je suis allée à la rencontre de différents maraîchers en micro-ferme autour de chez moi. Et en fait, j'ai fait des stages et j'ai adoré. Et moi, effectivement, donc, je me suis installée en bio. Parce que, comme je l'ai déjà dit, effectivement, je voulais tout simplement pouvoir consommer ma production. Charlotte, J'ai fait une école d'agro à l'époque. Je viens d'une dynastie d'ingénieurs, on va dire. Donc, au moment de passer le bac, c'était un peu l'évidence d'aller en prépa parce que voilà, tout le monde faisait ça dans la famille et que, à la limite, même ça aurait été mal vu que je fasse autre chose. Donc, j'ai fini en école d'agro parce que j'étais bonne en bio et que ça m'intéressait. Mais à vrai dire, quand j'ai atterri en école d'agro, je savais même pas ce que tu faisais en sortant de cette école. J'avais jamais entendu parler de ma vie d'agriculture. Et pendant l'école, moi, c'est surtout l'environnement qui m'a intéressée. Donc, je me suis spécialisée là-dedans. Enfin, j'avais envie de faire encore plus de physique. Donc, j'ai enchaîné avec un master spé à Centrale, où je me suis spécialisée dans le portuaire parce qu'en fait j'ai grandi sur un bateau et donc le fluvial ne me satisfaisait pas et je suis partie côté mer. Et voilà comment j'ai atterri en bureau d'études à Paris, à travailler en fait dans un bureau qui faisait des énergies marines. Donc moi j'étais sur de la R&D pour du transfert d'eau douce pour l'agriculture, mais c'était une boîte qui bossait notamment dans l'offshore parapétrolier. Donc ça a tenu 1 an et demi et puis après en 2016 c'était la crise du pétrole. Et ils m'ont dit, ton projet, il n'est pas rentable. Et donc, tu vas commencer à travailler sur le pétrole. Donc, j'ai découvert le monde de l'offshore parapétrolier. Donc, moi, j'étais en bureau. C'était des études techniques que je faisais. Et j'ai tenu 1 an et demi. Et après, au bout d'un moment, éthiquement, ça ne m'allait plus du tout de travailler là-dedans. Donc, j'ai démissionné et j'ai fini par rentrer dans une boîte à Rennes où je travaillais en fait sur la stratégie carbone dans le domaine agroalimentaire et agricole, où en fait j'accompagnais des fermes à faire leur bilan carbone et des analyses cycle de vie sur les produits agricoles qu'ils produisaient. J'ai commencé à remettre un pied dans l'agriculture en rencontrant notamment des agriculteurs, parce que je n'ai pas rencontré beaucoup d'agricultrices, des agriculteurs, et ce qui a commencé à pas mal me parler, en fait, le fait qu'ils produisent de la bouffe, alors que moi, je produisais des rapports qui étaient peut-être
lus ou pas. Enfin, s'ils étaient lus, mais après, est-ce qu'ils étaient pris en main et ils en faisaient quelque chose, ça c'est une autre histoire. Et donc, ça commençait à me titiller le fait de produire de la bouffe et produire de la bouffe de qualité. Et en parallèle de ça, en fait, mon copain, ça faisait 10 ans qu'il avait un projet d'installation, mais qui se lançait pas vraiment. Et donc, au début, je le soutenais et après, je lui ai dit, bon, bah, en fait, j'aimerais bien rejoindre l'aventure. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer dans l'agriculture. Le choix du bio, c'est avant tout une histoire de philosophie. Un autre rapport à la terre, un rapport plus horizontal. C'est faire avec plutôt que contre ce vivant. Et pour Véronique, c'était une évidence. Et donc moi, pourquoi la bio? Enfin, j'ai déjà toujours eu le sentiment de partager le monde avec les autres êtres vivants. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai un contact avec la nature qui est assez intense. Et alors avec mes vignes, n'en parlons pas, c'est vraiment, je communique avec elles à longueur de temps, comme avec mes levures, mes cuves, mes vins. Enfin, je suis toujours en train de discuter avec eux. J'ai un sens de ça, un sens du vivant. Et après, pourquoi la bio sur notre domaine? Bon, déjà, j'étais en conseillère biodynamie, donc je ne me voyais pas, enfin, c'était inconcevable pour moi. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que déjà, je ne me sens pas propriétaire de ce lopin de terre. Il ne m'appartient pas. Je le partage toujours pareil, je le partage avec les autres êtres vivants. Et, euh, et moi, ça ne viendrait pas si je partageais un appartement avec quelqu'un, si j'étais colocatrice, bah, je ne me verrais pas de tuer mes voisins et mes colocataires, quoi. Donc, c'est un peu la même pour moi dans mon petit vignoble, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller tuer les vers de terre, les sauterelles, les herbes, les plantes, les fleurs. Voilà, donc c'est vraiment ça la première des choses, c'est cette idée de ne pas, je ne domine pas, je suis pas, de quel droit j'aurais le droit d'être plus propriétaire et dominatrice et gestionnaire du lieu que eux. Bon, en plus, il y a un certain intérêt à partager cet écosystème, hein, parce qu'ils nous rendent bien des services aussi. Donc, il y a cette de faire ma part aussi de préserver la planète, au moins sur ce petit lopin de terre. Voilà, donc c'est toujours ça de prix. Je me dis que c'est toujours ça que je fais bien à ma petite échelle. Ensuite, la deuxième raison qui nous a poussé à la bio, ben, c'est ne pas utiliser de produits qui nous sont nocifs pour nous. Donc moi, je voyais mal demander à mon mec d'aller préparer les bouillies pour les traitements phytosanitaires et au passage de préparer les bouillies et au passage de se préparer un bon petit cancer des testicules ou du cerveau, qui sont quand même les premiers cancers des viticulteurs. Moi, derrière, je vais dans les vignes quand même à pied, donc mettre la tête dans des produits phytosanitaires nocifs et cancérigènes, ben, ça me plaisait moyen aussi. Les gens qui peuvent venir dans nos vignes, ben, pareil, j'ai envie de les respecter. Et puis la dernière raison que j'invoque souvent, c'est de pouvoir du coup regarder ma fille dans les yeux, quoi. Enfin, j'ai pas honte de ce que je fais. Je me dis que à son échelle, bah, ça fait 10 ans qu'elle est avec nous sur ce projet-là. Enfin, elle est avec nous, elle n'est pas dans les vignes avec nous, mais on fait pas de l'exploitation d'enfants, mais elle nous en entend parler, etc. Et que ben, ça sème des graines et que du coup, elle est très alerte sur l'agriculture biologique. Elle est au courant. Et ça lui permet de grandir, même si elle a eu des rejets, des moments où elle en avait ras-le-bol de notre bio, de notre bio, de notre bio, de machin, jamais pouvoir faire des trucs plus consuméristes. Elle a 18 ans aujourd'hui et ça a semé des petites graines et elle est une chouette personne sur cette planète aujourd'hui, quoi. Voilà les trois raisons. Et puis la quatrième raison, ben, c'est que du coup, nos consommateurs ne s'empoisonnent pas non plus et puis boivent des trucs qui sont bons et vivants, quoi, qui vibrent. Avoir une exploitation bio, c'est aussi apprendre à jongler avec des voisins qui peuvent se montrer réticents, surtout quand ils font de l'agriculture conventionnelle. Mais parfois, il arrive que certains se laissent convaincre par des pratiques plus douces. Alors, déjà, notre domaine, il est très excentré par rapport au vignoble bergeracois, puisqu'on est à 40 km du premier vignoble bergeracois qui est le Pécharmant. Autour de nous, il y a un éleveur de vaches à viande qui est en conventionnel et on a un fraisiculteur, je me suis dit comme ça, ouais, fraisiculteur,
qui, lui, est en conventionnel. Alors, ce qui était drôle, c'est que quand on est arrivé, il mettait plein de produits sur ses fraises, il désherbait et tout ça. Et puis un jour, on discute avec lui, il dit, oh, ben, avant, j'avais une bonne potion parce que le vignoble qu'on a repris était en conventionnel. Donc, il disait, oh, ben, c'est facile puisque avant, je disais, ouais, moi, je mets des produits, mais regardez, il disait à ses clients, ouais, moi, je mets plein de produits sur mes vignes, mais regardez en face dans la vigne, c'est pire. Et quand on est arrivé, il n'avait plus l'alibi de là-bas, c'est pire. Donc, nous, on a commencé, on a fait du zéro labour dans nos vignes, etc. Et on passait le rotophile, on tondait et tout. Et il s'est mis à faire la même chose. Il est venu nous voir, enfin, non, il va voir Olivier. Et il lui a dit, ah non, mais c'est dingue, hein. Et moi, je ne travaille pas, hein. Il n'y a que Olivier qui travaille là-bas. Et il allait voir Olivier, il lui disait, mais alors ton rotophile, tu te passes comment? Tu as acheté telle tête de rotophile et tout ça. Et il se met, non, il met rotophile dans ses vignes, dans ses fraises. Il ne met plus de produits chimiques. Enfin, il a basculé en nous suivant. Donc ça, c'est notre premier voisin qui a vraiment basculé. Et du coup, c'est chouette. Face aux comportements discriminants, les femmes s'organisent. Militantisme, syndicalisme ou encore auto-formation, Charlotte, Cyrielle et Véronique font toutes les trois partie de groupes en non-mixité. La semaine dernière, on a pris le flyer pour adhérer à la conf. Donc, on n'est pas encore adhérent, mais là, ça y est. Enfin, il faut qu'on l'envoie. Et sinon, en fait, l'année dernière, à vrai dire, c'était l'année d'installation et on était plus en mode technique, il faut sortir du légume. Et maintenant que ça y est, ça commence à sortir, on prend le temps d'aller voir d'autres choses et du coup de se syndiquer. Mais donc, ouais, l'année dernière, en fait, on était adhérent du GAB, le groupement d'agriculture biologique, et du coup, surtout pour des questions techniques, pour rencontrer les producteurs et les productrices du coin. Il y a pas mal de réunions de secteur qui se font inter-ateliers, donc pas uniquement maraîchage, histoire de connaître les gens qui sont autour de nous. Ouais, on était avec le GAB, et du coup, à partir de cette année, moi, je suis plus le côté technique, c'est Victor, le côté politique. Et enfin, je dis ça alors que j'allais dire, je suis dans un groupement de travail sur l'utilisation de l'eau en maraîchage, donc ça c'est la partie technique, et on fait des rencontres entre paysannes en non-mixité, là on en a fait 2-3. Et maintenant on commence à se rencontrer en dehors, même si on se connaissait déjà, maintenant on fait des repas paysannes, là le prochain, c'est dans 2 semaines. On se connaissait pas toutes, enfin on en connaissait quelques-unes parce que ça reste sur un secteur relativement proche, mais moi j'ai rencontré du monde, des filles avec ça. Donc là pour l'instant c'était des réunions qui étaient organisées par le GAB. Mais là, nous, on commence à organiser des repas en dehors du GAB, juste parce que ça nous fait du bien de nous retrouver. Il y a des espèces de cercles de parole qui se mettent en place directement, où en fait, on a juste parfois besoin de déballer et puis de parler des 58 milliards d'anecdotes qui nous sont arrivées dans la semaine, et que ce soit entendu par des gens qui nous comprennent. Parce que j'ai plein de copines, mais elles comprendront pas forcément tout ce que je vis ou l'intensité du truc et ce que ça peut provoquer chez moi. Donc là, c'est juste le fait de pouvoir être entendu par quelqu'un qui vit à peu près la même chose. On parle de nos difficultés, on essaye de mettre en place aussi des formations. Je pense notamment sur la mécanique agricole, parce que c'est vrai que réparation de tracteur, ce serait cool de savoir le faire, même si c'est un petit truc, quoi. Mais voilà, des choses sur lesquelles on n'a pas été formé et auxquelles c'est difficile d'accéder parce qu'on ne trouve pas de formation, ou souvent c'est que des formations avancées. Donc voilà, c'est comme tout. Je dirais quelque chose qui m'a marqué, c'est moi, ma prise de conscience de ma place en tant que femme et le fait de mal vivre le fait que j'étais une femme dans un monde assez masculin. En fait, il se trouve que quand je travaillais à Paris, j'étais déjà dans un monde hyper masculin, le pétrole. Mais je sais pas pourquoi, je m'étais un peu... j'avais compris que c'était hyper masculin, donc j'avais un peu mon armure et je faisais pas gaffe à ce qui se passait. Enfin bref, ça m'atteignait pas.
Et en fait, en allant vers l'agriculture biologique, en fait, tu commences à... Et puis, des pratiques un peu alternatives, tu commences à baigner dans des réseaux assez alternatifs et très bienveillants. Et en fait, je me suis rendu compte que même dans ces réseaux bienveillants, en fait, j'ai très très mal vécu le fait de me rendre compte que ça restait hyper machiste, malgré eux, malgré des personnes qui pensaient être très sensibles à ces sujets. Et je pense que c'est là que j'ai pris la plus grosse claque et que, et que maintenant je lis des bouquins féministes et que je suis dans le groupe de non-mixité et que je suis très contente d'être interviewée pour ce podcast. J'ai essayé de convaincre, de militer dans mon quotidien en essayant de parler fort et haut et machin. Mais je me suis épuisée. Et puis, je suis assez nerveuse et assez vive. Donc, très régulièrement, je me faisais embarquer par mes propres émotions. En fait, ça me met la rate au courbouillon. Et je crois que je fais plus de mal que de bien. Je me fais plus de mal que je ne fais du bien. Donc, j'avais décidé de tout arrêter. J'ai fini par, pas tout arrêter exactement. J'ai fini par me dire, je vais faire que petit. C'est-à-dire que je fais un peu d'enseignement à des BTS qui sont des futurs commerciaux en vin et spiritueux. Eh ben, eux, je les bassine. Entre le féminisme et l'écologie, je les bassine. Et je me dis que c'est sur 10 élèves, j'en ai 2 qui partent. Et ça marche vachement bien. Je les convainc. Ils me disent avec vous, on sait qu'il faut pas, machin. Mais je les convainc et ils vont dans des filières après, ils continuent en licence, mais en bio. Enfin, c'est magique. Je leur fais boire que des trucs bio. Je leur dis, il n'y a pas un truc conventionnel qui rentrera dans cette salle. Et, et, et petit à petit, voilà, je préfère faire un petit travail de souris parce que je me rends compte que j'avais pas les épaules, le temps et surtout mon tempérament qui fait que ça me fait trop, fait trop palpiter, j'en perds mes moyens, etc. Donc j'ai mes étudiants, j'ai mon petit domaine avec beaucoup de prosélytisme dans mon domaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un sur le domaine, on accueille beaucoup, beaucoup de monde au domaine. Je respecte tout, je redis tout, je dis pourquoi on le fait, comment on le fait, ma place dans le domaine, enfin, et voilà, et puis avec ma fille. Donc c'est avec tous les, par petites touches, et plus dans mon entourage, mon cercle restreint, que, voilà, je pense qu'à partir de l'année prochaine, où j'aurai plus de temps, à nouveau, je me consacrerai à des choses, à rentrer en politique avec ouais, en me syndiquant, en rentrant dans des partis, des choses comme ça. Il faudrait qu'on soit plein à s'installer. Pour la partie maraîchage, je parle, parce qu'à l'heure actuelle, on est, par exemple, il y a 4 collègues où on est installé à 10 km à la ronde, donc on peut se dire c'est vachement près. Bah ouais, sauf qu'en fait, on est tous saturés par la demande et on peine tous à fournir en quantité raisonnable par rapport à ce qu'on nous demande. Donc clairement, il y a de quoi faire et il faut continuer à développer des petites exploitations maraîchères à l'ancienne. Si à toute personne enfin toute femme en tout cas qui souhaite effectivement se lancer là-dedans, faut pas avoir peur, faut pas se laisser abattre. Il faut juste bien s'entourer et puis même si c'est pas facile tous les jours, quand il y a des clients qui nous disent que les fraises, par exemple, sont excellentes et que les légumes, ils en ont jamais mangé des aussi bons, eh ben, il n'y a pas meilleure récompense et ça fait oublier tout le reste. Donc, surtout, osez vous lancer. Au pire, ça marchera pas. Mais il faut vraiment sauter le pas. Ce podcast a été réalisé par la Fondation Raja, en collaboration avec la FNAB, à l'occasion de la Semaine du développement durable. Nous avions à cœur de laisser émerger d'autres récits, alternatifs, de femmes qui ont fait le choix de modes de production agricoles plus raisonnés. Si le sujet genre et agriculture vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, nous vous encourageons chaudement à vous plonger dans les différents rapports de la FNAB. Enfin, comme mentionné lors du premier épisode, d'autres textes et ressources très accessibles existent que vous pouvez largement consulter et partager. Que cela soit la BD Il y ou le patron, ou encore le podcast Les couilles à la ferme réalisé par Victoire Tuaillon. Tous sont d'excellents supports de sensibilisation, à consommer bien sûr sans modération.